Bonsoir à tous. Bienvenue au live de FondaPro. Alors, c'est un petit peu une première que l'on réalise ce soir, car on mixe à la fois des professionnels de santé, des médecins en l'occurrence, des chirurgiens, je pense, pour la plupart, mais il y a aussi quelques anesthésistes et des patientes. Et c'est en fait le but de cette fondation, FondaPro, c'est de faire un petit peu le lien entre les patients ou patientes et le corps médical. On a décidé de balayer un certain nombre de sujets. Alors ce soir, c'est le cerclage définitif pour les fausses couches tardives. Et on va parler de ce sujet-là, dans lequel on va justement échanger. C'est une technique qui est finalement bien connue, mais dont peut-être les indications ne sont pas très bien codifiées. Et on se rend compte que les patientes ont souvent un certain nombre de questionnements, de problèmes, parfois ne savent pas à qui s'adresser. Alors pour ce soir, on a comme intervenant, outre moi-même, donc qui suis chirurgien gynécologue à Lyon et qui préside la fondation FondaPro sous l'égide de la Fondation de France. On a Sandrine Itier, qui est la présidente de la nouvelle association, enfin nouvelle récente association depuis quelques mois qui s'appelle Cerclage de Vie. Et puis on a le docteur Yavor Dioz, qui est anesthésiste, qui est président d'Astro et qui servira d'intermédiaire entre vous et nous, puisque vous pourrez lui poser des questions et nous essaierons d'y répondre. Alors, avant de vous présenter le cerclage, je lui laisse dire quelques mots pour nous expliquer comment ça va se passer. Patrick Georges, à toi. Oui, bonsoir à toutes. Donc, si vous voulez bien, vous écrivez par le chat. Vous avez le bouton converser en bas, vous appuyez dessus et vous pouvez écrire vos questions. Vous écrivez, vous mettez envoyer et ça envoie. Alors, si vous prenez pas si vous laissez comme ça envoie à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde voit la question que vous avez posée. Si vous voulez pas que tout le monde puisse la voir, vous me l'envoyez à moi en privé. Et de toute façon, je regarderai les deux et je poserai les questions aux intervenants, c'est-à-dire le docteur Waterloo et puis Madame Itier. Voilà. Antoine, quand tu veux. Merci. On va démarrer. Donc, si vous êtes d'accord, on va démarrer par une présentation pour poser un peu le problème, poser un petit peu vous montrer un peu la technique. Alors, il y aura je le dis pour les gens qui ne sont pas médecins, il y aura quelques images opératoires. J'ai essayé d'en prendre des assez soft, il n'y a vraiment pas beaucoup de sang. Pour ceux que ça gêne à ce moment-là, vous tournez votre écran, ça ne durera pas longtemps, mais on peut difficilement parler de ce cerclage sans quand même montrer quelques images. Alors, je vais partager mon écran, j'espère que vous allez voir. Et on va démarrer. Ma présentation ne sera pas très longue, mais je pense qu'elle est indispensable pour poser le problème. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors, on commence donc sur le sujet du cerclage définitif pour les fausses couches tardives. Déjà, pour dire une première chose, c'est que les indications classiques de ce cerclage, donc ce que l'on admet, sont en fait assez limitées, puisqu'on considère que pour proposer un cerclage tardif, il faut qu'on ait eu 2 fausses couches tardives, donc au-delà de 15 semaines, plus un échec de cerclage, plus une troisième grossesse avec un échec de cerclage type McDonald. Vous savez, le cerclage de McDonald, c'est le cerclage classique par voie basse. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'échecs majeurs avant d'être d'accord pour réaliser un cerclage tardif. Alors, les cerclages, très rapidement, on distingue en gros 3 cerclages. Le McDonald, justement, ou le cerclage d'Hervé, il y a plusieurs noms, plusieurs auteurs qui ont laissé le nom à ce cerclage, qui est le cerclage que l'on fait par voie vaginale, souvent pendant la grossesse. Vous voyez que si vous admettez que c'est un sac, c'est un cerclage très bas situé. On voit immédiatement le taux d'échec qu'on peut avoir, car en fait, on cercle vraiment la partie très basse du col. Il y a le cerclage supracervical, supravaginal, donc là, on est plus haut. Alors, il porte différents noms, Shirodkar, Mann. On peut aussi dire que c'est le cerclage de Fernandez, car c'est un petit peu la technique qu'il a mis au point. Et puis, donc celui-là se fait par voie vaginale. Donc, on va ouvrir le vagin de chaque côté, mettre ce cerclage-là. Et puis, on a le cerclage abdominal, que l'on peut faire soit par la parotomie, c'est-à-dire en ouvrant le ventre. Il a été décrit comme ça par Benson en 1956, et qui maintenant est un cerclage par voie célioscopique. C'est quand même la technique de référence. Et vous voyez que c'est le cerclage le plus haut. Il est vraiment au niveau de l'isthme, donc il est au-dessus de l'orifice interne du col. C'est peut-être un des intérêts de ce cerclage. On va y revenir. Alors, je vous montre une petite vidéo pour poser le problème. Voilà comment ça se passe. Ça, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'utérus, avec ici le ligament rond. On va juste, là, la vessie est devant, donc on va juste ouvrir ce qu'on appelle le cul-de-sac, qui se situe entre l'utérus qui est là et la vessie qui est ici. Et pour faire un cerclage, on va devoir évidemment passer quelque chose de chaque côté de l'utérus.
et que ça ne saigne pas en principe. On va avancer un petit peu plus vite pour ne pas alourdir trop. Et là, on l'a fait de l'autre côté. Donc, on a l'isthme qui est ici et on est de chaque côté. Et on va créer un tunnel de façon à pouvoir passer une bandelette. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est une bandelette. On va aller un petit peu plus loin et on continue la dissection. Donc, il faut être cette technique-là est un peu plus longue. Et puis, on va venir chercher ce cerclage. Donc, c'est cette bandelette qu'on a pris d'un côté, puis de l'autre. Elle passe donc en dessous de l'utérus. Vous voyez, on la voit ici. Et on soulève l'utérus. Et le principe du cerclage est simple, puisque cette bandelette va venir être nouée en avant. Alors, dans le cas présent, là, c'est un cerclage qui est fait en dehors de la grossesse. Donc, on va le nouer, mais on n'est pas obligé de le nouer très fort. Il faut d'ailleurs pas le nouer complètement, enfin, ne pas serrer trop fort le nœud pour qu'on puisse éventuellement faire un curetage s'il y avait une fausse couche précoce. Et donc voilà, le cerclage est quasiment terminé. On va faire le nœud. Et que la technique en tant que telle, le principe de cette technique n'est pas très compliqué. La seule difficulté, c'est qu'on doit disséquer, on doit passer entre l'artère utérine qui est par ici et l'utérus, de façon à ne pas créer de difficultés au niveau de la vascularisation. Donc, cette technique, qui est une technique de Benson classique, est une technique qui est un petit peu longue en célioscopie. Enfin, ça se fait bien, mais c'est un tout petit peu long. Et c'est pour ça que je vais vous montrer une autre technique qu'on a mise au point qui est plus simple, qu'on appelle le cerclage simplifié, qui est plus simple que celle-là. Voilà, le cerclage est terminé. On n'a plus qu'à refermer ici, couper la bandelette. On va enfouir le nœud par un petit surjet et le cerclage est terminé. L'excès de bandelette est coupé et on s'arrête là. Alors, on a mis au point une technique plus simplifiée de cerclage. Vous voyez, on a commencé, maintenant vous êtes habitués, on a fait cette première dissection et on va utiliser une aiguille, alors qu'on appelle l'aiguille endoclose, enfin je vous passe le terme. Et au lieu donc de faire cette dissection, on va directement passer au ras de l'utérus. Vous voyez, c'est une patiente à qui on avait en même temps enlevé des fibromes. C'est pour ça que vous avez une suture ici. On voit ici une cicatrice de fibromes. On va directement passer c'est pour ça qu'il y a un tout petit peu de sang dans le ventre. Et on a préparé la bandelette, la même bandelette, mais on l'a mise sur un fil, parce que vous allez voir que le chat de l'aiguille est tout petit. Et on va juste passer ce fil dans le chat de l'aiguille. Et on voit ici le chat de l'aiguille, mais c'est pas grand. C'est l'intérêt, c'est que c'est assez peu traumatique. Voilà, c'est un petit peu le jeu de patience. Voilà, on a passé l'aiguille, s'est refermée, et on va pouvoir donc venir sortir cette aiguille donc le long de l'utérus. C'est exactement le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais l'avantage, c'est la simplicité. On va voir comment ça se passe ensuite. On va faire ça de l'autre côté. De la même façon, j'avance un tout petit peu. Vous voyez, on a passé de la même façon. On n'a plus maintenant qu'à tirer le fil de chaque côté. La bandelette va venir. Et comme tout à l'heure, on n'a plus qu'à faire de la même façon le nœud. Vous voyez que là, on insiste beaucoup sur le fait que ce sont des bandelettes, ce n'est pas un fil. Et on en discutera tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, de la même façon ici, on va tirer cette bandelette. Et puis de la même façon, on va venir faire le nœud en avant. Je ne sais pas si on le voit, je pense qu'on va peut-être le voir. Voilà, c'est la fin du cerclage. Vous en avez compris le principe. Donc, vous voyez, simplement, c'est simplifié. Au lieu de faire cette dissection qui était un peu fastidieuse, cette aiguille un peu spéciale nous permet de passer directement et d'aller évidemment beaucoup plus vite. Et si l'intervention est rapide, c'est plutôt mieux. Alors, quel cerclage choisir? Puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de variétés. Donc, le supracervical, c'est sûrement plus important, c'est certainement mieux, hein, donc qu'il soit par voie vaginale ou par voie laparotomie, enfin par voie abdominale. Nous, on préfère, dans notre équipe, le faire par voie abdominale, par voie célioscopie. Ce qui est capital, quoi qu'on choisisse, c'est de faire une bandelette et pas un fil. Si vous mettez un fil sur un col, le risque, c'est de faire le système du fil à couper le beurre, c'est-à-dire que ça va couper le col, il ne va pas tomber le col, mais il va être coupé, et donc ça va recicatriser derrière, et le risque, c'est bien sûr d'avoir un cerclage qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'échecs. Donc, il faut vraiment mettre une bandelette plutôt qu'un fil. Et tant qu'à faire, quand on met une bandelette, notre préférence va à la bandelette par voie abdominale. Il y a moins de risque d'infection que de la mettre par voie vaginale. Ça a été un peu prouvé. Vous voyez, ça, je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres, mais on a des médecins avec nous. Il faut quand même montrer ce que l'on dit. C'est que le cerclage abdominal est supérieur au cerclage vaginal. C'est une étude qui a été faite en 2015 et qui était relativement importante. Et donc, ça, je crois que c'est important aussi.
notre série à nous, je m'excuse, c'est en anglais, je n'ai pas traduit, je n'ai pas eu le temps. Donc, on a fait le cerclage par voie classique. C'est la première vidéo que je vous ai montrée. Vous voyez, on n'en a pas fait beaucoup, il y en avait 7. Personne n'a de très grosses séries, car ce n'est quand même pas des choses très fréquentes. Et puis, la technique simplifiée qu'on fait maintenant depuis, vous voyez, 12 ans, on en a maintenant 37. Donc, ça commence à faire un petit peu nombre. En sachant que on en avait, pendant la grossesse, on n'en avait fait qu'un, en fait, depuis, mais parce qu'on s'est arrêté en 2020, on en a fait plusieurs pendant la grossesse. Et vous voyez qu'on a eu quand même la majorité des patientes, et là, c'est pas mis au point, mais la majorité des patientes ont effectivement accouché. On a en fait eu en tout et pour tout un seul échec. On a dû l'enlever à 20 semaines. C'était une patiente qui avait des jumeaux, et en fait, on lui a refait ensuite un cerclage, et elle a heureusement accouché d'une petite fille à 36 semaines. Donc voilà, mais ça, c'est juste pour donner un petit peu le nombre que l'on a. Alors, les indications classiques pour faire ce cerclage, c'est quand on a ce qu'on appelle un col incompétent, c'est-à-dire un col qui n'est pas capable de garder la grossesse. Et ça, c'est un diagnostic difficile parce qu'il n'y a pas de critère absolu. Certains parlent de passer une bougie dans le col. Alors, on a aussi la mesure échographique en disant que le col est court quand il fait moins de 2,5 cm, etc. C'est assez difficile à dire. On a aussi les indications lorsqu'on a un col qui est absent ou très raccourci, comme après une conisation importante, ou lorsqu'on a fait ce qu'on appelle une trachélectomie après traitement d'un cancer du col à son tout début, où pratiquement ce sont des patientes qui n'ont plus de col. Et bien, grâce à ce cerclage, on peut mener des grossesses à terme. Et donc, le problème, c'est de savoir si aujourd'hui on peut élargir ces indications. Est-ce qu'il faut les élargir? Moi, je pense qu'il faut discuter. C'est une discussion. Je ne dis pas que la réponse on l'a. Est-ce qu'on ne doit pas proposer systématiquement ce cerclage après 1 ou 2 accidents? Après 2 accidents, ça me paraît évident. Je crois qu'on doit se poser la question après un accident. Et en fait, tout doit être fait, je pense, avec la patiente. Je crois que c'est une décision qui est partagée. Je crois que l'information est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que, bien sûr, on sait, et je pense que vous l'avez anticipé, que dès l'instant où on a un encerclage définitif, il faut faire une césarienne. C'est absolument obligatoire. Par conséquent, évidemment, il faut peser le pour et le contre. Mais d'un autre côté, le traumatisme majeur pour une patiente et un couple, de perdre un enfant à 26 semaines, 28 semaines, etc., est tellement important qu'on voit des patientes qui refusent toute autre grossesse si elles n'ont pas été cerclées. Dans tous les cas, si on ne leur a pas donné une certaine assurance, alors ce n'est pas du 100%, c'est évident, mais c'est presque 100%, de pouvoir mener une grossesse dans de meilleures conditions. Par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester sur les recommandations classiques, car ces recommandations classiques reposent sur peu de choses. Si on regarde les recommandations même du Collège français, en fait, aujourd'hui, elles ne sont pas, enfin, elles sont validées en tant que recommandations, mais malheureusement, elles reposent sur très peu de travaux, et elles sont pleines d'ailleurs, elles sont très honnêtes en ce sens-là, c'est qu'elles montrent bien qu'on a en fait très peu de certitudes, et elles en font état. Donc aujourd'hui, où on est capable de faire cerclage de façon simple, je crois qu'on est en droit d'ouvrir une nouvelle ère où on va proposer ce cerclage de façon, je crois, plus systématique, dans la mesure, bien sûr, où la patiente le souhaite et a été très correctement informée. Donc les questions, et vous voyez que je n'aurais pas été très long, les questions qu'on peut poser aujourd'hui, et je pense que la discussion va s'ouvrir là-dessus, c'est quand faire ce cerclage? Est-ce qu'on le fait avant la grossesse ou est-ce qu'on le fait au début de grossesse? C'est une vraie discussion. Certains disent qu'ils ne veulent pas le faire car ils ne sont pas sûrs que la patiente sera enceinte si on le fait avant la grossesse. Je crois que là, on a montré que ce n'était pas tout à fait vrai. Je n'ai pas de patientes qui n'ont pas été enceintes lorsqu'elles l'ont voulu après, mais c'est une question. La question des complications. Les complications, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut en parler. Est-ce qu'il faut associer une hystéroscopie, en particulier à la recherche d'une infection? Je pense que c'est une question qui se posera. Quelles sont les suites opératoires? Comment on vit avec un cerclage? Et là, on aura un témoignage live, puisqu'on a Sandrine Itier qui est actuellement en fin de grossesse, qui pourra nous dire comment on vit avec un cerclage. Et enfin, la césarienne, est-ce qu'elle pose un certain nombre de problèmes? Voilà, donc vous avez... je vais terminer avec cette présentation liminaire et je dirais que la parole est à vous pour nous dire effectivement ce que vous en pensez et quelles sont vos questions par rapport à tout ça. N'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Là, vous pouvez les écrire là, et puis vous envoyez et on les pose. Là, pour l'instant, il n'y en a pas, Antoine. Alors, peut-être que Sandrine a envie de dire quelque chose.
Sandrine, est-ce que Oui, vous voulez intervenir? Ça y est, il y a une question. peut-être que je peux rebondir un petit peu sur vos propos par rapport à l'objectif nous qu'on a au sein de notre association vis-à-vis du cerclage définitif. Pour la petite histoire, notre association, elle vient d'être créée, mais nos initiatives remontent déjà à 2018. On a créé un groupe sur Facebook qui regroupe actuellement 230 patientes. Donc, à la base, on croit qu'on est des cas isolés, mais on ne l'est pas réellement. Aux US, il y a un groupe qui compte déjà 6000 personnes. Et le constat qu'on a, nous, de notre côté, en tant que patiente, c'est effectivement qu'il y a une très grande mésinformation, désinformation du corps médical, finalement, face à une pathologie qui ne semble pas très, très compliquée. En tout cas, du point de vue d'une patiente novice comme moi, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, on comprend facilement quelle est notre pathologie et quelles sont les solutions à apporter. Donc nous, ce qu'on pense, et pour vous rejoindre, c'est que les recommandations actuelles du collège ne sont pas très adaptées finalement à la réalité du terrain, et on aimerait à terme pouvoir les faire évoluer et faire parler un petit peu de notre pathologie du cerclage définitif et des bienfaits que ce cerclage peut avoir pour apporter une solution fiable aux patientes, parce qu'on a des parcours qui sont très compliqués, à la fois sur le plan médical et psychologique. Donc le but de l'association, c'est vrai, c'est de pouvoir faire parler un petit peu de tout ça et voir à terme les recommandations et les sensibilisations évoluer. Antoine, il y a une question pour toi. Oui. Qui est: bonjour, dans le cas d'infertilité de plus de 10 ans, est-ce qu'on peut passer directement au cerclage définitif après une fausse couche tardive? Alors, c'est la question que j'ai posée finalement à la fin de mon exposé, c'est-à-dire que classiquement, la majorité des gens vont refuser en disant non, non, les recommandations nous disent bien il faut avoir eu 2 fausses couches tardives, plus une troisième avec un échec de cerclage classique de RV par voie basse. Donc là, c'est la réponse que la patiente risque d'avoir de façon très systématique. Et c'est là où nous, on intervient en disant non, dans la mesure où on discute bien de l'indication, et qu'il y a une information tout à fait importante et complète qui a été faite, on peut éventuellement l'envisager dans certaines conditions, même après une seule fausse couche tardive. Une autre question que tu peux voir, parce qu'elle est à tout le monde, c'est: bonjour, quel est le taux de réussite du cerclage McDonald à fil comparé au cerclage définitif? Connaissons-nous les chiffres? Alors les chiffres, oui, enfin c'est très parcellaire parce que ça dépend un petit peu des séries, et les chiffres sont très discordants. Et il y a des séries qui donnent 2/3 de grossesse menée à terme avec un cerclage McDonald. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut marcher, hein. On ne dit pas que le cerclage de McDonald ne marche pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Et donc, moi, dans mon expérience, certes limitée, mais mon expérience, les patientes que je vois aujourd'hui, après un échec de grossesse, une fausse couche très tardive, c'est un tel drame qu'elle ne souhaite pas jouer la roulette russe. Or, c'est un petit peu ça, le cerclage de Hervé. Il faut savoir que le cerclage, moi, quand j'étais interne, des cerclages, on en faisait tout le temps. On en faisait pour n'importe quoi. Puis c'est pratiquement été quasiment abandonné car on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Je parle du cerclage de Hervé. En conséquence, on n'en fait maintenant presque plus. Je crois que les indications classiques, c'est les malformations du col, c'est peut-être même les grossesses gémellaires, et même ça, c'est très contesté. Donc en fait, les indications du cerclage classique sont, par voie basse, sont faibles. Et je pense que lorsqu'on est affronté à un tel drame que cette fausse couche tardive, je crois que se pose la question aussi en fonction de l'âge. On en parlait tout à l'heure avec Sandrine. Je crois qu'une patiente qui a 38 ans et qui a perdu un enfant à 26 semaines, je crois qu'on ne peut pas se permettre de lui dire attendez un deuxième. Enfin, moi, ça me paraît évident qu'on doit accepter cette indication. Je crois que c'est là où c'est l'intérêt de ce type de réunion, c'est d'échanger avec les patientes pour avoir leur avis. Moi, je suis très friand d'avoir l'avis des patientes, de leur vécu, parce qu'on a trop parlé du pouvoir médical, j'aime pas ce terme, mais d'imposer en fait nos vues. C'est vrai qu'on a peu d'évidence en France parce que les séries sont courtes, ça c'est clair,
Mais si on regarde certains pays comme les États-Unis, on a des séries beaucoup plus grosses et beaucoup plus d'évidence que nous. Donc je crois qu'il faut rester pragmatique et ne pas hésiter à… Antoine, il y a beaucoup de questions maintenant, hein. Ah bah, Alors, donc c'est pour ça que je t'interromps pour que vous tu as puissiez raison. répondre, hein. Combien de temps doit-on rester à l'hôpital après le cerclage? Doit-on rester allaité malgré le cerclage ou peut-on vivre normalement? Alors, les patients partent le jour même ou plutôt le lendemain. En général, c'est le lendemain. Donc, c'est très rapide, hein, c'est quasi de l'ambulatoire dans tous les cas, c'est de la récupération très rapide. Et combien de temps on doit rester au repos total? 0. On peut mener une vie tout à fait normale dès que le cerclage a été fait. Et même si on le fait pendant la grossesse, puisque quand on le fait pendant la grossesse, on le fait tôt, hein, on le fait au bout de quelques semaines, en général entre 8 et 12 semaines. Donc, vie normale, en réalité, il n'y a pas de repos particulier. Quelques jours, on va dire, après la célioscopie, mais comme toute célioscopie. Là, tu as un petit peu répondu, mais une autre Jours, ça question. c'est très clair. Quelles sont les chances de succès d'un cerclage définitif pour une femme qui a eu un échec de 2 cerclages classiques? Alors, à ce stade, on admet que le cerclage avec une bandelette, c'est très important, 95%. Merci beaucoup. J'ai une question concernant le nombre d'enfants qu'on pourrait espérer avoir avec un cerclage définitif, si pas de complications autres que l'incompétence cervicale. Alors, probablement plusieurs. Certains exemples personnels que j'ai pu voir, c'est plusieurs grossesses, puisqu'en fait, au cours de la césarienne, on laisse le cerclage en place. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas l'enlever. L'incision se fait au-dessus. Donc, normalement, si le cerclage a bien tenu pendant une grossesse, il peut tenir pendant plusieurs grossesses. Plusieurs questions. Quel est le terme raisonnable pour réaliser la césarienne lorsque un TAC, idéalement quand tout va bien? En général, on dit, mais c'est comme toutes les césariennes prophylactiques. Je vois qu'il y a des accoucheurs qui sont là, ils me contrediront, je ne suis pas accoucheur si je me trompe, mais je pense que 15 jours avant le terme, ça paraît raisonnable. Une piqûre de corticoïdes est-elle vraiment nécessaire? À mon avis, non, dans la mesure où il n'y a pas de menace d'accouchement prématuré. Je pense que là, c'est pas. Je crois que les corticoïdes aussi, aujourd'hui, sont réservés aux menaces d'accouchement prématuré, ce qui, en principe, on évite avec ce cerclage. Après une première grossesse avec un cerclage définitif, que faut-il faire quelque chose avant d'envisager une deuxième grossesse? Attendre entre deux grossesses, sans plus. Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, Tu peux reposer la est-ce que vous question? pourriez répéter la question? Je répète la question. Après une première grossesse avec un cerclage définitif, que faut-il faire? Faut-il faire quelque chose avant d'envisager une deuxième grossesse? Ah oui, la question a été posée récemment. Très fréquemment, on a un petit contrôle échographique pour voir si le cerclage est bien en place. Après la première césarienne aussi, on nous dit comment s'est passée la césarienne, si tout s'est bien passé, s'il n'y avait pas d'éléments qui pourraient entraîner des complications à terme. Donc la première étape, c'est première grossesse cerclée. Après la césarienne, on nous informe un petit peu de l'état du cerclage et de l'utérus et comment ça s'est passé. Deuxième étape, quand tout s'est bien passé, c'est avant d'envisager une seconde grossesse ou une troisième, on fait un petit contrôle échographique et normalement, dans notre suivi, on est capable de nous dire si le cerclage est toujours bien et a l'air toujours bien en place. Et voilà, en tout cas, moi, je suis à la deuxième grossesse et je n'ai pas eu de vérification plus spécifique qu'une petite échographie pour vérifier que tout était en place. Et voilà, je n'ai pas eu de recommandation spécifique et je suis suivie par des personnes qui ont quand même l'habitude du cerclage définitif. Donc, pour le coup, je fais confiance à leurs recommandations. Il y a une vingtaine de questions en attente. Que pensez-vous de l'ajout de progestérone pendant toute la grossesse, en plus du cerclage? Si c'est utile, vaut-il mieux préférer les capsules ou les injections? Le repos total, alitement ou vivre normalement, qu'est-ce qui est préférable selon votre expérience? Alors, on va aller assez vite quand même. Progestérone, je pense que premier trimestre, oui. Après, je crois que ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Les accoucheurs me contrediront si je dis une ânerie, mais je ne crois pas. Le repos, moi, je dirais que c'est le repos comme pour une autre grossesse. Je ne pense pas qu'il y ait de repos
plus, enfin, je veux dire, il faut être très prudent, c'est clair, il faut être très prudent. Donc, si les contractions démarrent, en particulier à partir de jusqu'à 6 mois, je pense que la vie peut vraiment être à peu près normale. Ensuite, c'est en fonction de comment les choses se passent et en fonction du ressenti. Je pense que si on commence à contracter, eh bien, il faut se mettre au repos. Mais je dirais qu'on le ferait probablement pour toute grossesse, qu'on va le faire encore un peu plus pour cette grossesse-là, c'est sûr. Alors, une question, je pense qu'on a répondu là. Quel est le délai à attendre avant de démarrer une deuxième grossesse avec cerclage définitif? Là, Pas de délai particulier, c'est le délai, c'est plus lié à la césarienne qu'au cerclage en réalité. alors, dans le contexte infectieux, le chorioamniotite, quel est le rôle du cerclage définitif en cas Là, de c'est une contexte... question, ça c'est une question extrêmement intéressante et importante. En effet, on dit très souvent que bon, il n'y a pas de cerclage à faire. Si vous n'avez pas un câlin incompétent, en fait, c'est le coup de l'œuf et la poule. Est-ce que c'est l'œuf qui s'est infecté et qui a ouvert le col, ou est-ce que c'est parce que le col s'est ouvert qu'on a infecté l'œuf? Je suis incapable de répondre. Simplement, on se rend compte que la chorioamniotite est quelque chose d'assez fréquent dans ces fausses couches tardives. Et je crois que là, il est de bonne pratique, lorsqu'on fait en particulier un cerclage avant la grossesse, d'y associer une hystéroscopie avec une biopsie d'endomètre. On va voir que, pas assez souvent, de temps en temps, on va trouver une endométrite chronique, c'est-à-dire une inflammation chronique de l'endomètre. Et je crois qu'on a intérêt à la traiter pour démarrer une grossesse dans de bonnes conditions. Je crois qu'à ce prix-là, on va pouvoir éviter la chorioamniotite en évitant aussi des touchés vaginaux trop nombreux, en faisant des prélèvements à partir de 15 ou 19 semaines pour être certain qu'on n'a pas des germes vaginaux. Donc, essayez de faire en sorte que l'écosystème vaginal ne soit évidemment pas infecté et puisse infecter l'œuf par voie ascendante. Il y a de nouveau un peu plus de 20 questions, donc beaucoup d'interrogations. Il y a une remarque du docteur Dreyfus qui témoigne de l'intérêt de la méthode. Ensuite, une autre question, il y a plusieurs débats autour du toucher vaginal, ce que tu viens de dire. Lorsqu'on est enceinte avec ce cerclage, quelles sont vos recommandations? Moi, je ne dirais pas que c'est lié au cerclage, c'est lié au fait qu'on n'a pas intérêt à faire trop de touchés vaginaux d'une façon générale. Chez les patientes qui ont un antécédent de chorioamniotite, il faut être très prudent. C'est ce que dit aussi Dr Dreyfus. Ayant eu 2 enfants grâce au McDonald's, j'ai aujourd'hui le cerclage du Fernandez. Pensez-vous qu'il soit aussi efficace que le vôtre? Les recommandations sont-elles les mêmes? Alors, recommandations les mêmes, oui. Efficacité, moi, je n'ai pas le recul, évidemment, sur celui de Fernandez. Je crois qu'il marche bien aussi. Moi, j'avoue que ma préférence va au cerclage abdominal pour 2 raisons. D'abord, c'est le plus haut situé. Et on pense maintenant avoir quelques bonnes évidences de dire que plus c'est haut, mieux ça vaut, première chose. Et deuxièmement, au niveau du risque infectieux, quand on met un corps étranger, la prothèse, c'est quand même un corps étranger. On connaît des complications liées aux prothèses par voie vaginale. J'avoue que je suis plus tranquille de le mettre par voie abdominale. Ceci dit, Fernandez a un très bon résultat, il en a fait beaucoup et je ne crois pas qu'il ait jamais eu d'infection. Mais enfin, sur un plan théorique, ça me satisfait plus de le faire par voie abdominale. L'antibiothérapie est-elle nécessaire pour une grossesse sous cerclage de Benson suite à 2 chorioamniotites? Je n'ai pas de réponse définitive. A priori, je dirais que non. Je pense que les accoucheurs présents pourront répondre. Je pense qu'on ne va pas traiter de principe dans la mesure où on a, au moment du cerclage en particulier, éliminé l'endométrite chronique, que là, il faut traiter avant la grossesse. Je pense qu'après, je ne crois pas qu'il y ait de traitement systématique. Je veux bien les lumières d'accoucheurs comme le Dr Dreyfus ou Nouvelle que je vois être présents s'ils ne contredisent pas, mais je ne crois pas qu'il y ait d'indication systématique. Jean-Michel nous dit qu'il faut associer un repos très solide. Oui, bon. D'accord. La mesure du col est-elle importante? Le cerclage pour les femmes sans col est-il efficace? Alors oui, puisque je vous ai parlé de la trachélectomie. La trachélectomie, c'est un nom un peu barbare, c'est l'amputation du col qui se fait dans certaines circonstances, en particulier des cancers du col au début. Là, la seule façon d'avoir une grossesse à terme, et c'est le professeur Dargent qui l'a montré il y a des années, c'est d'avoir un cerclage définitif. Donc il va remplacer, toute la grossesse va tenir d'ailleurs sur ce cerclage. Quels sont les examens médicaux ou analyses qui devraient être effectués avant de faire un cerclage définitif? C'est le bilan préopératoire normal pour ce qui est de l'intervention. Après, il n'est pas inintéressant de savoir un petit peu comment se situe le col. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un col déjà raccourci, un col qui a eu un problème, auquel cas l'indication va être facile à poser, puisque là, elle est
même dans les indications classiques, on admet que s'il y a une amputation du col ou une conisation importante, on peut le faire d'emblée. Maintenant, si c'est une indication, on va dire, plus récente, après 1 ou 2 accidents, il faut essayer vraiment de savoir s'il y a une chorioamniotite, enfin, savoir dans quelles conditions. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle, nous, l'anamnèse, hein, donc de discuter avec la patiente, de savoir ce qui s'est passé avant pour se faire une opinion. Est-ce qu'on a mesuré le col? Est-ce qu'on a fait un calibrage du col? Toutes choses qui sont d'ailleurs aujourd'hui démontrées comme n'étant pas absolues. Et c'est plutôt les circonstances de l'accident qui doivent nous guider. Mais il n'y a pas d'examen très particulier à faire avant. Le toucher vaginal pour contrôle du col est-il dangereux? Oui et non. C'est-à-dire que si c'est répété, oui. Si c'est une fois de temps en temps, non. C'est comme toujours, ça dépend dans quelles circonstances il est fait. Il faut qu'il soit doux, c'est capital, hein, de ne pas traumatiser, auquel cas, moi, je n'ai pas tellement de problème avec ça, dans la mesure où c'est peu fréquent. Je voudrais savoir si, malgré un cerclage définitif, un entonnoir peut quand même se former. Je ne l'ai jamais vu. Maintenant, il est possible qu'on puisse avoir, malgré tout, un cerclage qui lâche. Moi, je n'ai jamais vu le cerclage lâcher. Le seul échec qu'on a eu, en fait, c'est une mise en travail qui s'est fait sur le cerclage, qui a tenu parfaitement. Il n'a pas lâché du tout. On a été obligé d'enlever le cerclage parce qu'en fait, le cerclage est extrêmement solide. Ça ne lâche pas, un cerclage avec une bandelette. Alors, le problème du cerclage, par contre, quand on met un fil, on a vu récemment une patiente le cerclage a fait son office puisqu'elle a accouché à terme, quasiment à terme, mais par voie basse. Ce qui est un peu surprenant. Ça veut donc dire que le fil, en fait, a fait le système de fil à couper le beurre, il a coupé le col qui s'est reconstitué derrière et elle a accouché par voie basse. Donc, c'est pour ça que je pense que le fil est dangereux. Mais voilà. Pourquoi ne peut-on pas avoir de rapport sexuel pendant la grossesse? Ce n'est pas interdit. Moi, je ne les interdis pas. Le risque de contraction est-il augmenté? Ah, je ne sais pas si c'est... ouais. Le risque de contraction est-il augmenté? Je pense que c'est par rapport au cerclage. Oui, je pense, oui. Alors, je crois, Sandrine peut nous dire, parce qu'elle a l'expérience de beaucoup de patientes, que beaucoup de patientes décrivent des contractions pendant la grossesse. D'un autre côté, on sait aussi que les contractions sont fréquentes pendant la grossesse. Alors, est-ce qu'elles sont anormales ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse parce que, en fait, je ne suis pas les patientes une fois qu'elles sont enceintes, que la grossesse a bien démarré. Donc, j'ai des témoignages de patientes. Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez? Ou les accoucheurs présents peuvent... Il y a encore 22 questions après. Alors, personnellement, de mon expérience de patiente, je ne vois pas du tout de lien entre un cerclage et des contractions. Si on a un utérus contractile, il me semble qu'on l'a avec ou sans cerclage. Et si on ne l'a pas, on n'a pas des contractions plus importantes avec le cerclage. En tout cas, c'est mon ressenti sur mes 4 grossesses, cerclées ou non. Je n'ai pas un utérus très, très contractile et je n'ai pas senti de différence avant ou après cerclage en termes de nombre de contractions. Donc, à mon sens, de mon expérience de patiente, il n'y a pas d'effet cerclage sur le nombre de contractions. D'accord. Oui, moi, c'est effectivement mon avis. Quelles sont vos recommandations pour une femme qui a une incompétence du col avec un utérus très contractile et des fibromes? Est-ce possible de retirer les fibromes lors de la pose du cerclage? Alors oui, bien sûr, vous avez vu d'ailleurs sur une des vidéos que je vous ai montrées, il y avait une myomectomie qui avait été faite, ce n'était pas des très gros fibromes, donc on peut le faire, c'est faisable, bien évidemment, avant la grossesse, on est d'accord. Donc là, on peut faire un cerclage avant la grossesse, faire une myomectomie associée, ça, c'est pas un gros problème. Maintenant que l'utérus soit contractile, malheureusement, c'est ce que vient de dire Sandrine, on peut pas, il est comme ça, donc il faut faire avec, je dirais. Mais on peut associer un certain nombre de gestes pendant le cerclage. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter une infection? Alors, on revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'assurer au moment du cerclage qu'il n'y a pas de chorioamniotite, qu'il n'y a pas d'endométrite chronique. Donc, il est de bonne pratique, je crois. Aujourd'hui, ça devrait être systématique, c'est de faire une hystéroscopie, c'est-à-dire passer une caméra dans l'utérus, regarder s'il n'y a pas des signes d'endométrite et de faire un prélèvement d'endomètre pour s'en assurer. Je crois que ça, c'est important. Je pense que le cerclage par voie abdominale fait courir moins de risques, a priori, d'infection qu'un cerclage par voie vaginale. Encore une fois, ça reste peut-être à démontrer, mais au plan théorique, ça paraît plus satisfaisant de faire ça. Pendant la grossesse, c'est le suivi,
Et je crois que tous les accoucheurs qui ont suivi des patientes qui avaient un antécédent de chorioamniotite ont un protocole, je crois, assez précis de surveillance bactériologique au niveau vaginal et au niveau en particulier aussi des urines, etc. Là-dessus, je peux apporter mon témoignage éventuellement Oui, de bien sûr. patiente, puisque j'ai des antécédents de chorioamniotite, justement, avec col long et fermé en apparence, donc le casse-tête pour le diagnostic. Les recommandations pour mes grossesses cerclées étaient justement, et on en revient sur les rapports, donc pas de rapport pour éviter sans doute les germes, éventuellement des contractions. Bon, après, je sais que c'est discuté, hein, dans le groupe aux États-Unis, c'est pareil, il y a des approches différentes entre les praticiens. Et puis limiter le plus possible les touchés vaginaux qui, en tout cas de mon expérience de patiente, ne sont pas absolument nécessaires quand on a des moyens échographiques pour mesurer le col et voir s'il est toujours bien fermé. C'était les deux éléments essentiels. Certains recommandent aussi, et c'est ce que j'ai fait, des cures de probiotiques pour assurer une flore vaginale efficace et éviter et faire en sorte que cette flore joue son rôle aussi de plier autant qu'un col bien fermé avec un bouchon bien en place. Oui, et je crois que c'est très bien. Oui, je crois que c'est des conseils sûrement très, très judicieux. Je suis d'accord. Pourquoi parle-t-on seulement de fausse couche tardive alors que ce cerclage prévient également les accouchements prématurés et nous sommes plusieurs à avoir accouché après 22 semaines d'aménorrhée et avoir perdu le bébé ou les bébés avec les certificats de naissance et du décès? Vous avez parfaitement raison. Enfin, la personne qui a parfaitement raison. Quand on parle fausse couche tardive, on devrait dire fausse couche tardive et accouchement prématuré, très prématuré. Mais c'est bien sûr que le résultat, malheureusement, est le même, quoi. C'est-à-dire, ça arrive à un enfant qui n'est pas viable. Donc, c'est ces grossesses-là qui ouvrent la voie, je dirais, à un cerclage en fonction de la façon dont les choses se sont passées. Encore faut-il que l'accouchement prématuré soit en relation avec un col qui se soit ouvert. Et parfois, il peut y avoir des prématurités d'autres causes. Alors, évidemment, là, ce n'est pas du tout le domaine du cerclage. Il faut quand même se méfier aussi. Tous les accouchements prématurés ne vont pas relever d'un cerclage, bien évidemment. Avec deux antécédents de chorioamniotite, pardon, allez-y, je vous ai coupé, Sandrine. Alors, c'est Agnieszka. C'était ma question parce que je trouvais en fait que derrière cette utilisation du terme de fausse couche tardive, c'est caché une réalité d'une certaine négligence de sérieux en fait. Du coup, pour moi, c'était à 26 semaines et ensuite à 23 semaines, j'ai accouché un enfant qui a vécu pendant 12 heures après. C'était en 2017 et la seule manière de se faire cercler pour moi, c'est de partir en Angleterre. Parce qu'à l'époque, personne ne voulait pas me faire ni cerclage définitif, ni même cerclage classique. On me proposait seulement le cerclage d'urgence et la surveillance du col. Alors, j'avais derrière moi deux antécédents des prématurités, 26 SA et 23 SA. Oui, mais voilà, vous traduisez bien effectivement certaines situations dramatiques où on ne parle plus de fausse couche, là on parle effectivement d'accouchement prématuré et ça rentre dans le même cadre, bien évidemment. Si vous le pouvez, essayez de poser les questions sur le chat parce que ça permet plus de fluidité sur les réponses. Bonsoir. Avec deux antécédents de chorioamniotite, l'hystéroscopie est ressortie sans particularité. Une endométrite peut-elle passer inaperçue et n'être réellement détectée que via une biopsie? Alors, oui, en théorie, oui, parce que l'endométrite, lorsqu'on fait une biopsie, on ne va pas biopsier tout l'endomètre. Donc, on pourrait imaginer un endométrite qui ne soit pas dans toute la paroi utérine. D'un autre côté, si on a fait une hystéroscopie de bonne qualité, des signes d'endométrite, ça peut se voir quand même. Et je pense que si la biopsie est négative, il faut considérer que la chorioamniotite a été traitée sans séquelles et que donc il n'y a pas de raison de traiter préventivement puisqu'on l'a éliminée. Une remarque du docteur Nouvel, le traitement antibiotique systématique peut sélectionner des germes résistants, plus s'intéresser à l'écologie vaginale. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait d'indication d'antibiothérapie et qu'il faut juste la faire lorsqu'on a une indication, ce qui n'est pas le cas, sauf dans le cas d'endométrite chronique où on traite avant, on fait un mode antibiotique puis ça revient. Mais sinon, effectivement, je crois que pendant la grossesse, il n'y a pas d'indication d'antibiothérapie, je crois, de façon systématique. Le risque de rupture utérine est-il vraiment présent avec ce cerclage?
Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, Dieu merci. Je vous dis, l'échec que j'ai eu, c'est une patiente qui s'est mise en travail de façon très forte et on a dû effectivement intervenir et couper le cerclage. Si on ne l'avait pas fait, peut-être qu'il y aurait eu une rupture utérine. Je pense que ça pourrait. C'est tellement efficace, d'une certaine façon, ce cerclage, que effectivement, on bute contre un obstacle et on pourrait imaginer, surtout avec une patiente qui a déjà eu une césarienne, on ait une rupture utérine. Moi, je ne l'ai jamais constaté, mais je crois qu'effectivement, s'il y a une mise en travail sur un cerclage, il faut ou le couper si c'est vraiment en dehors du terme et que malheureusement, je vous dis, ça m'est arrivé une fois, mais sinon, il faut effectivement à ce moment-là faire la césarienne dès qu'on a la viabilité du fœtus qui est assurée. Il y a Michel Nouvel qui dit il peut y avoir un utérus contractile qui a entraîné des contractions utérines et FCS, mais le cerclage lui-même ne semble pas intervenir. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est ce que disait tout à l'heure Sandrine. Quand on a un utérus contractile, il est contractile quoi qu'on fasse. Le cerclage n'en rajoute pas, je dirais. Ça, je suis d'accord. Est-ce que le cerclage peut réduire les chances de tomber enceinte naturellement? Alors, c'est ce que certains disent. En particulier, je sais qu'Hervé Fernandez ne cercle que les patientes enceintes. En disant, si on cercle des patientes qui ne le sont pas, puis je crois qu'il a peut-être déjà fait, il y en a certaines qui ne sont pas tombées enceintes. Mais quand on dit ne sont pas tombées enceintes, c'est peut-être qu'elles n'ont pas voulu. Je ne vois pas en quoi le cerclage intervient sur la fertilité, car vous avez vu la célioscopie, on est très doux dans les manipulations, donc on va en principe pas créer d'adhérence au niveau des trompes, on ne les touche pas, on est loin. Donc je dirais qu'un cerclage qui se passe normalement n'a aucune raison d'affecter la fertilité. Et je dirais même qu'à l'inverse, c'est aussi une des raisons qui m'ont fait pousser à accepter des cerclages plus précoces, c'est qu'on a des patientes qui refusent d'être enceintes, en réalité, si elles ne sont pas cerclées, par peur de recommencer le même drame. Une question sur la voiture, les trajets en voiture 2 fois par jour, 2 trajets de 30 minutes aller-retour. Qu'est-ce que tu en penses? Toute la semaine, tous les jours? Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de contraction, c'est possible, tant que c'est bien supporté. Et puis, je pense que par contre, c'est des patientes qu'on va certainement arrêter très tôt dans la grossesse. Et je pense qu'au cours du 2e trimestre, si ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de contraction, a priori, pourquoi pas? Mais il faut être très vigilant. Vous dites moins de risque d'infection par voie abdominale. Est-ce en péropératoire ou au cours de la grossesse? Péropératoire. Selon vous, les échographies abdominales sont-elles suffisantes pour contrôler le col? Alors, là, je n'aurai pas de réponse. Je laisserai je pense pendant la grossesse, hein, je laisserai les accoucheurs répondre. Ce que je dis simplement, c'est que de toute façon, le cerclage n'est pas très dépendant du col, car il est au-dessus du col. Donc, les modifications du col n'ont pas tellement d'importance, finalement, lorsque le cerclage est en place. C'est plus une contraction qui permet, si on lutte contre le cerclage, et là, il faut se poser la question, mais sinon, le cerclage, si le col se modifie un peu, je ne crois pas que c'est d'une importance majeure. Si le col diminue ou s'ouvre, le cerclage est-il suffisant pour éviter un accouchement prématuré? En principe, oui, mais c'est là où, effectivement, je pense que si on a un col qui s'ouvre, alors là, je suis d'accord, il faut arrêter les rapports, il faut rester au repos, enfin, je veux dire, il faut prendre des précautions, car le pôle inférieur de l'œuf, même s'il est situé au-dessus du cerclage, peut peut-être plus facilement s'infecter. Bon, je pense que si on est allé jusque-là et qu'on a ce genre d'ennui, moi, je serais là partisan, effectivement, d'avoir, comme disait le docteur Dreyfus, un repos solide et probablement être très, très prudent. Là, je suis d'accord. Je n'ai pas eu d'hystéroscopie au cours d'intervention par le professeur Fernandez. Devrais-je lui en demander une? Je ne sais pas. Moi, j'avoue que je suis maintenant devenu systématique. Je ne l'ai pas toujours fait. Je l'ai pas toujours fait. Hein. Au début, je ne faisais pas. Et puis, c'est en voyant le nombre de patientes qu'on cerclait avec un antécédent de chorioamniotite que je me suis dit que c'était probablement pas mal de le faire, d'autant que c'est un geste qui dure 5 minutes. Donc, c'est vraiment très rapide. Bon, si ça n'a pas été fait, là, c'est une question, il faudrait lui poser la question. Est-ce que la patiente a un antécédent de chorioamniotique? On peut se poser la question. S'il n'en a pas, ce n'est pas indispensable, je crois. Est-il préférable de cercler avant ou pendant la grossesse? Il me semble que tu en as parlé. Alors voilà, moi j'en ai parlé un petit peu. On peut le faire avant ou en début de grossesse, les deux sont possibles. Alors, plusieurs remarques. Si on le fait pendant la grossesse, il est sûr qu'on ne fera pas d'hystéroscopie, ça c'est évident. Si on le fait pendant la grossesse, il faut savoir que les tissus sont un petit peu plus friables, un peu plus hémorragiques. Enfin, pour faire un cerclage, ce n'est pas dramatique, c'est vrai. Donc les deux sont possibles.
Là aussi, j'ai évolué. Au début, je pensais qu'il fallait le faire systématiquement avant la grossesse. Et puis, j'ai plusieurs patientes qui sont arrivées qui, finalement, l'indication était posée, puis elles étaient entre-temps tombées enceintes. Donc, on l'a fait. Et finalement, ça se passe bien. Donc, je pense qu'on peut faire les deux. J'avoue que ma préférence, c'est encore plus simple, je dirais, de le faire avant la grossesse. Mais c'est possible de le faire au début de grossesse. Alors, enlever le cerclage au 2e trimestre est donc possible sans pratiquer une césarienne en cas d'urgence sur une grossesse non viable. Alors on peut couper le fil. C'est pas toujours facile. Et il faut savoir qu'un des risques, c'est de ne pas arriver à couper le fil par voie basse et qu'on soit obligé de faire comme une césarienne, c'est-à-dire d'ouvrir pour aller couper le cerclage. Ça, c'est quelque chose de possible. Je pense que quelle que soit la voie, alors peut-être que les cerclages par voie vaginale sont peut-être plus faciles à couper que par voie abdominale. Ça, c'est probable. Peut-être un avantage de la voie vaginale, c'est de dire on est capable plus facilement de les couper si nécessaire. Comme c'est rarissime de devoir le couper, je reste partisan de la voie abdominale, mais c'est vrai que couper un cerclage qui ne tient, enfin, une patiente qui se mettra en travail à 26 semaines, par exemple, et donc évidemment, on ne peut rien faire si on a essayé de bloquer et qu'on n'y arrive pas et qu'on est obligé d'enlever le cerclage. On peut essayer par culdotomie, c'est-à-dire par voie vaginale, c'est pas sûr que ça marche. Et peut-être qu'on peut être amené à faire une petite laparotomie, ce qui évidemment est relativement lourd. Mais ça, c'est quelque chose de possible. Un témoignage, aucun souci personnellement pour tomber enceinte ensuite, à la suite après un cerclage réalisé avant une grossesse. Oui, je crois que oui, je suis bien sûr, d'accord. Jusqu'à combien de semaines de grossesse peut-on procéder à une aspiration dans le cas de fausse couche précoce? Alors normalement, on fait le cerclage, ce qu'on appelle sur une bougie, c'est-à-dire qu'on a une espèce de petite tige métallique qu'on met dans le col pour serrer, qui permet de passer encore une curette ou un aspirateur, une canule aspirative. Donc normalement, on doit pouvoir faire passer toutes les fausses couches du premier trimestre, c'est-à-dire celles où bien sûr on n'a rien à faire. Donc on doit pouvoir évacuer avec un cerclage des fausses couches précoces. Ce cerclage est-il conseillé malgré un utérus contractile? Que faire dans ce cas? Y a-t-il des précautions ou un traitement particulier à prendre? Quels sont les risques avec donc un utérus contractile? Sandrine a répondu, il sera toujours contractile. Je pense que c'est les grossesses qui sont plus difficiles à vivre, c'est sûr, mais que ça vaut quand même le coup d'essayer le cerclage si on a toutes essayé, en sachant peut-être que ces patientes, encore une fois, ça n'a jamais été jusque-là, est-ce que le travail va se mettre en route? Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a des contractions qui se mettent en travail où là, évidemment, on ne peut rien faire. Et là, en réalité, je pense que ce sont quand même, encore une fois, les accoucheurs me contrediront si je me trompe, mais je crois qu'il y a peu d'exemples quand même de mise en travail à 26 semaines. Enfin, je ne crois pas. Ou alors, c'est que la grossesse n'était pas viable. Antoine, il reste une question, et si tu veux, après, on peut demander aux obstétriciens, là, Michel Nouvel et puis Michel Dreyfus, s'ils veulent dire quelque chose, on peut peut-être les laisser juste après. La dernière question, c'est est-il possible d'ajouter un cerclage simple chez une femme qui a un cerclage abdominal en cas de trop grand raccourcissement du col? Je crois que ça n'a pas d'intérêt. Je n'ai jamais fait, je n'ai pas d'expérience et je ne vois pas ce qu'on rajouterait, car tous les cerclages qui sont faits, les cerclages à chaud, ce qu'on appelle les cerclages à chaud, on sait bien que ce n'est pas quelque chose qui marche bien. Et donc, de toute façon, le col peut se raccourcir. De toute façon, le cerclage est au-dessus. Donc, on est au niveau de l'is, on n'est plus au niveau du col. Jean-Michel ou Michel Nouvel, si vous avez des choses, il y a une autre question, mais si vous avez des choses à rajouter, puisque vous avez été sollicité quelques fois, j'ai vu passer des messages, mais c'est difficile parce qu'ils arrivent perdus dans la masse et on ne sait plus à quelle question ça répond. Non, je veux bien intervenir pour dire d'une part que le cerclage, c'est un peu la dernière solution quand on a eu des accidents obstétricaux graves, lourds et répétés. Donc, le cerclage par voie haute a vraiment des indications et vraiment une efficacité. Je crois que je l'avais écrit. Pour autant, ça ne prive pas d'un repos strict à partir d'un certain moment, d'un certain terme de la grossesse. Et je crois que le cerclage ne remplace pas le repos. Il faut associer les deux. Et les patientes qui ont vécu ces épreuves difficiles et répétées, elles sont pratiquement toujours d'accord pour accepter un repos strict à partir quasiment de la fin du premier trimestre de la grossesse. Mais l'intérêt de la méthode est absolument évident. Ça s'adresse surtout à des patientes qui sont peu nombreuses, qui ont eu
des histoires obstétricales extrêmement lourdes et qui toutes sont favorables aux conseils qu'on peut leur délivrer. Merci Jean-Michel. J'ai eu une aspiration à 18 semaines. Le col s'est ouvert après une grosse cure de mifégine. Ma gynécologue se demande du coup si le cerclage définitif est efficace. C'est-à-dire qu'il y a eu une aspiration sur une fausse couche, c'est ça? J'ai eu une aspiration à 18 semaines. Le Mhm. col s'est ouvert après une grosse cure de mifégine. La gynécologue se demande du coup si le cerclage définitif est efficace. Enfin, je ne sais pas quelle voie avait été employée pour le cerclage. Est-ce que la grossesse à 18 semaines, est-ce que la grossesse était vraiment 18 semaines et pas arrêtée avant? 18 semaines, c'est déjà très tardif. En principe, 18 semaines, il ne passe pas dans un cerclage. Sauf si c'est une grossesse arrêtée bien avant, auquel cas… Voie vaginale. Voie vaginale. Oui, voie vaginale, le cerclage, ouais. Je ne sais pas, c'est difficile de dire. Mais c'était un cerclage définitif. C'était un cerclage… si c'est un cerclage définitif, je pense que probablement, Oui, c'est une grossesse arrêtée avant 18 semaines, parce qu'un cerclage, on passe pas… Enfin, une grossesse de 18 semaines ne passera pas à travers un cerclage, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui remercie pour les réponses qui sont rassurantes, donc tant mieux. Autre question, j'habite en région parisienne et je ne souhaitais pas attendre de tomber enceinte pour être cerclée par le professeur Fernandez. J'ai donc été cerclée avant à Anaclesia, mais avec un fil tenu. J'ai pu accoucher à 30 qui a tenu, j'ai pu accoucher à 39 semaines. Pourquoi celui-ci n'a pas tenu au bout de 5 ans? Fort heureusement, le professeur Fernandez a pu reposer un Benson à 23 semaines et j'en suis bientôt à 32. Je comprends pas. Alors, je pense que le cerclage qui a eu lieu était un cerclage, enfin, au fil, Anastasia, je ne sais pas qui fait ça, mais bon, elle a accouché à 32, donc c'est un cerclage qui a tenu pour une grossesse. Est-ce que si c'était un cerclage fait pendant la grossesse, il a dû être enlevé. Donc, s'il n'a pas été enlevé, c'est que c'est un cerclage qui était définitif. Donc, je ne sais pas. Je sais pas qui a fait cette technique et quelle était la technique. Je ne vois pas de gens en Anastasia faisant des cerclages au fil par voie vaginale. Je ne crois pas. Maintenant, c'est possible. Hein. Je ne suis pas au courant de tout. Mais c'est sûr que si ça a été avec un fil, je ne suis pas étonné que ça n'ait pas tenu au bout de 5 ans. Enfin, c'est pas une question de 5 ans d'ailleurs. C'est une question, il y a eu une grossesse. Et à la fin de la grossesse, le cerclage n'a pas tenu. C'est l'exemple que je vous ai raconté d'une patiente qui, avec un cerclage au fil, fait par voie supravaginale, donc pas un cerclage donc comme la Benson, a accouché par voie basse. Alors, bon, Okay. je pense que c'est la réponse à cette question, mais comme entre-temps, il y a d'autres questions, donc je vois, oui, fil, docteur Liaras. Voilà. Peut-être, oui, c'est possible. Oui, non, mais je voudrais savoir quelle technique, je ne sais pas qui l'avait pris. Quoi, mais je te dis, ce qui est répondu, c'est fil et docteur Liaras. Oui, oui. Remarque de Michel Nouvel, la progestérone est revenue un peu en grâce pendant la grossesse dans ce cas pour ses propriétés utéro-relaxantes. Ah bon, très bien. Je suis content de le savoir. Mais est-ce qu'au deuxième trimestre aussi, on peut continuer pendant toute la grossesse? À titre personnel, je peux apporter mon témoignage là-dessus. Ouais. Puisque pour ma grossesse actuelle, j'ai débuté la progestérone à partir de 8 SA. Je l'ai arrêté entre-temps parce que j'ai un décollement important, des saignements, etc. Donc, on ne voulait pas multiplier les insertions vaginales de progestérone. J'ai repris le traitement à 17 semaines. Et je l'ai arrêté là à 32 semaines. Donc là-dessus, j'ai beaucoup questionné justement sur l'intérêt de la progestérone pendant la grossesse, y compris au deuxième trimestre. Il y a quand même des études apparemment qui montrent l'efficacité justement de relâchement des tissus au cours du deuxième trimestre. Donc voilà, c'était l'argument qui a poussé mon obstétricien à continuer la progestérone. Non, mais c'est une bonne information. Je trouve ça très intéressant. Moi, j'avoue que mes notions à ce niveau-là sont certainement un peu anciennes, puisque, encore une fois, je ne sais pas d'obstétrique, mais je pense que c'est bien. Et de toute façon, c'est vrai que les propriétés utéro-relaxantes sont certainement intéressantes. Et si on peut continuer, tant mieux. D'autant que la progestérone me semble assez anodine, donc c'est très bien. On réserve qu'on vérifie l'absence d'hépatotoxicité, la progestérone. Voilà, on a la réponse complète. Alors, ça dépend peut-être, justement, on a des questions souvent qui viennent sur le groupe sur le mode d'administration de la progestérone, parce qu'il y a oral, vaginal, rectal, injection. Donc,
apparemment, sur les études dont il est question, l'efficacité, elle est prouvée essentiellement par voie vaginale. Voilà, maintenant, c'est pas mon domaine, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Je crois qu'on a une tendance par voie vaginale, mais je ne sais pas, le docteur Dreyfus ou Nouvelle, c'est voie vaginale plutôt? Au deuxième trimestre? Mets ton micro, Jean-Michel. Pas d'expérience à cause du risque d'hépatotoxicité et de l'absence de garantie d'efficacité. Mais enfin, c'est sûr que c'est utéro-relaxant. Non, je continue sur le fil de discussion. Malheureusement, le repos total n'est pas toujours possible. Dans vos expériences, cela fait une différence avec une vie normale, pas de sport et sortie minimale. Oui, ça, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, hein, certainement être très, très prudent, hein, je suis d'accord. Quels sont les risques d'alitement par rapport au repos strict? Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Un repos strict, c'est-à-dire le repos strict et l'alitement. Je pense coucher et avoir une activité réduite, quoi. Oui, ben ça, je pense qu'il faut voir avec chaque obstétricien en fonction de l'évolution des choses. Je pense qu'on ne peut pas dire ça à l'avance. Encore une fois, je pense que le docteur Dreyfus l'a dit, il faut être prudent et il faut surtout avoir une tendance au repos. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Sandrine, est-ce qu'on vous a demandé de vous aliter, Sandrine? Non. Moi, on m'a demandé du repos. C'est pas de l'alitement strict. On parle pas d'alitement strict. On me dit repos. On me dit essentiellement d'éviter les trajets en voiture. Et par contre, alitement strict, non. Il y a une pratique assez française qui est très prudente. On a une super protection sociale. On peut s'arrêter. On a des arrêts de travail. On est rémunéré. Il faut savoir qu'aux États-Unis, énormément de patients cerclés travaillent jusqu'à leur terme et sur des professions qui sont des professions médicales. J'ai des exemples de sages-femmes ou d'infirmières qui continuent à travailler pour que ça se passe bien. Mais encore une fois, je pense que pour rejoindre le docteur Watrelot, ça dépend vraiment de la patiente, de voir si son col se raccourcit ou non, s'il y a des contractions ou non, et on s'adapte en fonction de ça. Là, ma première grossesse cerclée, je l'ai passée alitée pour des raisons psychologiques parce que j'étais tellement traumatisée que j'avais besoin de ça pour me rassurer. Je sortais pour mes rendez-vous médicaux. Après, j'ai recommencé à plus me lever et à aller me promener après 30 semaines, mais je suis restée très, très prudente. Là, cette grossesse-là, avec un enfant de 22 mois, vous imaginez bien que je ne suis pas toujours dans mon lit, même rarement le week-end. Donc, c'est pas un alitement strict, en tout cas dans mon cas, parce que mon utérus n'est pas très contractile. Là, j'ai des contractions, mais j'arrive à la fin, et mon col n'est pas raccourci. Donc voilà, la semaine, quand ma fille n'est pas là, je me repose un peu plus, mais je suis quand même, j'évite les trajets en voiture, c'est sûr. Je sélectionne les activités que je fais dans la journée, mais par contre, je suis pas alitée strictement, pas du tout. Il y a une réponse. C'est un intérêt du cerclage définitif qui est tellement fiable qui nous permet quand même pas de mener une grossesse normale. On va pas à la piscine, faire du sport, faire des randonnées. Mais par contre, je me rends compte à quel point c'est plus facile quand on a déjà un enfant à gérer et s'en occuper un minimum. Avec un cerclage simple, en tout cas dans mon cas, ce serait au lit et encore ça marcherait peut-être pas. Il y a encore pas mal de questions. Il y a Michel Nouvelle qui a mis un oui. Je pense que ça c'est, mais comme il y a un décalage par rapport au... C'est pour la progestérone au deuxième trimestre. Je pense que c'est la progestérone. Ensuite, le professeur Fernandez propose dans de rares cas un McDonald's au cours de la grossesse, en plus du définitif, si le col se raccourcit trop. Pas d'expérience. J'ai jamais vu ça. Mais... Je ne vois pas l'intérêt a priori, mais peut-être qu'il a des raisons. Il ne permettrait pas de porter un jugement à ce niveau. Je suis à 30 semaines et toujours sous progestérone. Oui, ben voilà, c'est une preuve supplémentaire. Un autre oui de Michel Nouvelle qui correspond à tout à l'heure une question où toi tu avais dit je pense que les obstétriciens seront d'accord, ça correspond à ça. Il y a d'autres médecins d'ailleurs dans la salle, ils peuvent prendre la parole aussi, ils sont les bienvenus bien sûr. Alors,
Bonjour, mon cerclage définitif a été posé par le docteur Sexy à Corbeil-Essonnes par voie basse avant la grossesse. La grossesse et l'accouchement sont bien passés. Malheureusement, j'ai souvent de grosses contractions dans les fesses. Il me dit que c'est normal, je suis perdu. Je ne comprends pas bien là, mais... Tu la lis la question? Oui, oui, je vois, mais des contractions après la grossesse, c'est ça qui me paraît curieux. Alors c'est des douleurs, je ne sais pas, parce que puisque l'accouchement s'est bien passé, normalement, après, il n'y a plus de... Je pense qu'il s'agit d'une patiente enceinte. Ah, qui est à nouveau enceinte, alors peut-être. C'est pas... Attention, on peut regarder. Donc, je reprends, mais alors, je décale les questions. Oui, dû au cerclage. Non, je ne suis pas enceinte. Alors, non, je ne suis pas enceinte, donc t'es curieux quand même. Ça me fait penser à une autre pathologie. Enfin, je veux dire, c'est pas des contractions, ça ressemble, mais je pense qu'il faut chercher. À ce moment-là, il faut revoir son gynécologue, regarder, parce qu'il y a tellement d'autres pathologies qui peuvent donner des douleurs, hein, que je pense qu'il faut... Après, elle écrit les séquelles du cerclage. Ben, je vois pas bien les cercles. Je veux dire, s'il y a un cerclage par voie abdominale qui a permis d'aller à terme au niveau de la grossesse, a priori, j'avoue que je ne comprends pas bien. Là, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Faudrait reprendre. Là, c'est vraiment des cas particuliers. Il faudrait revoir. Là, c'est très particulier. Je crois qu'il faut éventuellement en reparler en dehors. Oui, en dehors, parce que là, c'est vraiment, il y a plein d'hypothèses à envisager. Je veux dire, les douleurs, c'est pas. Mais là, a priori, le cerclage, ça fait pas mal. Voilà. Donc, normalement, le cerclage ne va pas être en cause a priori. Dans mon cas, la progestérone par voie vaginale n'a pas fait d'effet. Mon utérus a toujours été contractile et j'ai accouché à 22-24 semaines pour mes 2 grossesses. Sans cerclage, alors? Bah, je ne sais pas. La progestérone, c'est pas très étonnant. Dire, la progestérone seule, c'est un adjuvant. Je veux dire, c'est pas, on peut pas se reposer, si je puis dire, sur la progestérone pour éviter un accouchement très prématuré ou une fausse couche tardive. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un type de cerclage conseillé pour les femmes qui ont de l'endométriose, stade avancé, ou bien ça n'a pas de rapport? Aucun rapport a priori. A priori, il n'y a pas de rapport, puisque l'endométriose, finalement, ne va pas jouer sur l'isthme utérin. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de choses à faire. Il faut simplement être très prudent dans les gestes que l'on va faire. Là, on devient très technique. C'est de ne pas inoculer la paroi de l'endométriose. Donc, être très prudent. C'est des patientes où je prendrais la technique classique et pas la technique avec l'aiguille qu'on passe à travers la paroi pour ne pas risquer de créer un nodule pariétal. Donc, je prendrais la première technique que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la seule. Là, on rentre dans quelque chose de très technique, finalement. Avez-vous une expérience avec les PCR? Quand est-ce qu'on a recours à cette option avec cerclage? Pas d'expérience. Personnellement, pas d'expérience. Mais peut-être que des médecins présents en ont une, mais encore une fois, je suis incompétent pour répondre à ce sujet. Comment savoir que l'on a des contractions? Pour ma part, je ne les différencie pas des douleurs ligamentaires. Alors, là, je ne sais pas à quel stade de la grossesse, mais je sais qu'on peut mesurer les contractions. Enfin, on peut enregistrer les contractions par un monitoring si on a un doute. Peut-on enlever ce cerclage un jour? Ah oui, on peut l'enlever. On peut même l'enlever au cours d'une césarienne si on le souhaite. Bon, d'un autre côté, le cerclage, une fois qu'il est mis, est toléré depuis des mois, voire des années. Quel intérêt de l'enlever? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt. La personne qui posait la question des contractions, qui disait comment savoir sans les contractions, pour ma part, je ne différencie pas des douleurs précises qu'elle est à 20 semaines d'aménorrhée. Bon, alors à 20 semaines d'aménorrhée, c'est encore tôt. Là, il faut voir, là vraiment, il faut qu'elle voit avec son obstétricien qui saura lui répondre si ce qu'elle a, c'est un utérus contractile ou ce sont des douleurs ligamentaires qui peuvent effectivement. Mais enfin, normalement, c'est quelque chose qui est assez bien différencié entre des douleurs rythmées et des douleurs ligamentaires, même si les contractions ne sont pas ça, effectivement, au début de grossesse. Il n'y a plus de questions qui s'affichent. Il est 20h07, Antoine. Bon, ben, écoute, c'est parfait. On va remercier tout le monde de leur participation.
Je crois que l'objectif, enfin pour ma part, l'objectif est atteint. On voulait échanger surtout avec les patients pour voir quelles étaient les questions qui se posent. Pour nous, c'est enrichissant de voir les questions qui se posent. J'espère que pour vous, on a pu vous apporter quelques réponses. On est loin d'être exhaustif et on s'en excuse. On aura sûrement l'occasion de recommencer ce genre d'exercice. Et dans tous les cas, merci. Merci à Sandrine qui, malgré sa grossesse bien avancée, a accepté de venir nous parler. Et on souhaite à son association Cerclage de Vie une longue vie, justement, et plein succès. Je crois que c'est vraiment une association qui sera extrêmement utile dans l'avenir. Merci. Il y a effectivement plein de remerciements des participantes qui sont très contentes. Et ben, tant mieux si ça a pu être utile. Dans ce cas-là, Antoine, Sandrine, si on va rendre l'antenne, comme on dit. Voilà. Au revoir à tout le monde. Au revoir et merci. Merci beaucoup.